C'est un réel plaisir de vous retrouver sur Baobab Africa Media pour votre programme baptisé Entretien exclusif. C'est un programme où nous plongeons au cœur des personnalités les plus fascinantes et influentes d'hier et aujourd'hui. À travers cette émission, ils témoignent, ils se racontent afin d'impacter positivement d'une façon ou d'une autre cette jeunesse qui visiblement est à manque de repères. Avec vous, nous allons évoquer aujourd'hui l'histoire des nationalistes oubliés. Partant du contexte familial de la vie sur le colonialisme, l'héritage de M. Yembak, nous allons explorer sans langue de bois, mesdames et messieurs, à travers cette émission, l'histoire d'un nationaliste oublié, j'ai nommé Yembak. Si vous nous retrouvez à l'instant, bonsoir et bienvenue. Alors, comme on disait à l'instant, avec vous, on va évoquer l'histoire d'un nationaliste oublié nommé Yembak. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il faudrait le dire, nous sommes aujourd'hui en train de vouloir évoquer un nationaliste qui a été oublié, qui a combattu aux côtés de Ruben Inoubé et tous ces grands nationalistes qui ont œuvré pour l'indépendance du Cameroun. Alors, on se rend compte que la pluie, c'est un signe autant pour moi de bénédiction et on peut rendre grâce aux ancêtres. Alors, vous aujourd'hui, vous venez parler de M. Yembak. Avant d'arriver à lui, est-ce qu'il est possible pour vous de vous présenter? Oui, je suis le fils de Feu Yembak Pierre, tombé sous le bal néocolonialiste français le 13 septembre 1958, en compagnie de Feu Ruben. Mais j'ai été fonctionnaire, aujourd'hui je suis à la retraite. Donc, je me suis marié, j'ai des enfants, des petits-fils et même des arrière-petits-fils. Donc, je vis normalement au village d'Yaoundé. Et j'évolue dans un cadre politique, l'Union de population du Cameroun, certainement. Même comme le néocolonial État du Cameroun ont toujours été à l'origine de la destruction de ce parti. Parce que pour eux, il ne faut pas que ce parti existe. On nous dira, oh, c'est la lutte interne. Non. Quand vous voyez un ministre qui nomme un responsable de l'Union de population du Cameroun en quartier de secrétaire général, lui, il est ministre du gouvernement de la République, du RDPC. Il nomme un secrétaire général de l'UPC. Vous devez comprendre là où ils vont déjà, là où ils sont. Donc, c'est eux nos détracteurs. Pour l'instant, je m'occupe de mes problèmes, des choses. Étant à la retraite, je fais mes champs, je bouge. Avant la retraite, quelle est l'activité que vous exercez? Normalement, je travaille au champ, mais j'étais aussi politique. C'est-à-dire, ma politique n'a pas commencé aujourd'hui. Même quand j'étais fonctionnaire, j'étais à l'Union des populations du Cameroun depuis 1991. Mais j'y ai été avant 1991. Mais puisque ça ne fonctionnait pas, quand on a repris, j'ai été le ténor même le plus principal. Parce que parmi nous tous, c'est moi qui sortais des origines de l'IPC, de ceux qui ont donné de leur sang pour l'indépendance du Cameroun. Donc j'étais parmi eux, j'étais le plus mieux posé à dire certaines choses et à donner certaines idées. Alors aujourd'hui, vous venez parler à un fils du regretté Yembak. Il avait combien d'enfants? Enfin, ma grande sœur avait 2 enfants. Ma grande sœur et moi. Elle est encore en vie. Alors, qui était Yembak? Yembak est né en 1924. Il a fait ses études à l'école de l'Antion protestante de Langa. Et puis, il a terminé ses études avec un DMG. À l'époque, il a commencé à enseigner à l'école catholique des ECA. C'est là où il a réussi à un concours dans la poste. Il est donc devenu fonctionnaire des postes et télécommunications. Bon. Et il a été chef de guichet à Yaoundé. Après, on l'a affecté à Ebolova. Bon, c'est de là-bas à Ebolova où il est parti pour rejoindre Poro Lambo. Comment s'est fait la rencontre avec le Ruben Inoubé, qui est déjà le nationaliste affirmé à l'œuvre pour l'indépendance du Cameroun? Étant donc à Ebolova, à son poste d'affectation, naturellement, il y avait son cousin, Thierry Samuel,
qui lui était membre du comité de l'UPC, étant au village à Sintini. Il travaillait en étroite collaboration avec Mporo. Okay. Maintenant, Samuel part du village pour aller regarder son cousin à Ebolova. Étant donc là-bas, à partir du moment où il travaillait à la poste, okay, c'est un courrier que Mporo l'envoyait, passait par la poste à l'adresse de mon frère père Yembak. Et c'est partant de là où il a commencé à dire à son frère que toi, tu m'amènes le courrier ici, mais tu ne comprends pas ce qui se passe. Essaie de lire le courrier. C'est là alors que Yembak prend connaissance de la lutte de l'indépendance. C'est ce que Mporo voulait faire. Ça l'a intéressé, puisque c'était un homme cultivé. Il s'est dit, mais cette lutte-là, moi aussi, je peux apporter ma contribution pour qu'on aille vite. Il a donc invité Mporo pour un meeting à Ebola. C'est ce qui lui a coûté tous ces déboires. Parce que dès que Mporo est passé à ce meeting à Ebola, on a commencé à l'accuser. Il a fait ceci, il a fait cela. Le néocolonialisme, c'est mis sur lui. C'était un haut fonctionnaire, c'était quelqu'un qui était bien vu. Donc, ils ont commencé à lui faire des problèmes. Mais même jusque-là, il a continué à travailler avec Mporo. Mporo a donc vu que c'était un homme très intelligent et quelqu'un qui pouvait lui faire avancer facilement. Dans ce moment, donc, il a travaillé avec Mporo, même étant en fonction. Même étant en fonction, je veux dire que vous avez dit que du côté de la poste, c'est ça. C'est par où que transitaient les lettres. La poste. C'était un très grand monsieur. Oui, pas n'importe quoi. Maintenant, lorsqu'il rejoint le Robert Nobel, quel était son rôle aux côtés de Nobel? Il a rejoint en 56. Bon, pour se voyant presque seul, okay, enfin, sur le plan de travail, moral et tout intellectuel, il lui a donc demandé s'il pouvait vraiment venir pour qu'on aille vite. Bon, même mon père a accepté. Et comme il était même déjà pourchassé par le néocolonialisme, il a préféré rejoindre Mporo Lambous. C'est comme ça qu'il rejoint Mporo Lambous. Et c'est vrai que quand il a rejoint Mporo Lambous, le travail était intense. C'est-à-dire que ça allait trop vite, plus vite que possible, jusqu'à ce que Mporo puisse décrocher l'indépendance. Parce qu'il a il a passé à l'ONU à 2 fois de reprises. Avant d'arriver à l'indépendance et l'intervention de Robert Nobel aux Nations Unies, je voudrais qu'on mette un accent particulier sur le rôle qu'a joué Yembak au sein de Nobel. Parce qu'aujourd'hui, c'est un nom qui ne résonne pas comme il se doit au Cameroun. Oui. Peut-être parce qu'également, on ne connaissait pas qui il était et quelle était sa fonction. Le vrai problème, c'est quoi? C'est que lui, il a rejoint Mporo sous Maki. Pendant qu'il travaillait avec lui, les autres ne savaient pas. Bon, mais il a rejoint Soumaki, c'est en ce moment qu'on a commencé à le connaître. Voilà. Bon, mais il était secrétaire administratif bureau liaison. Donc c'est lui qui s'occupait de toute l'administration de l'UPC et en liaison avec l'extérieur et les autres. Voilà. Donc c'était la pièce maîtresse à côté de Oumoué. Voilà pourquoi Mporo l'appelait suivi ouvrière de l'Union de population du Cameroun. Bon, en d'autres termes, aujourd'hui, avec l'évolution de l'Internet, on pourrait dire le GPS ou alors le VPN, parce que d'une façon ou d'une autre, il permettait de détourner la géolocalisation. Bon, pour dire, par exemple, si Oumiobe écrit, à partir d'ici, il est capable de dire que non, ça vient de Belgique et d'ailleurs. Oui, lui, il était, c'est-à-dire que tout le monde savait que Mporo est en Suisse. Par la correspondance. Donc, le néocolonialisme savait qu'il part au Cameroun. Parce que c'est Yin qui travaillait avec les hommes de poste de Douala pour transcrire les correspondances. C'est-à-dire que quand ça vient, ça sort de Suisse ça sort du Cameroun pour rejoindre Mporo en Suisse. Et quand ça vient là-bas, ça vient de Suisse pour l'envoi de Suisse pour rejoindre ses camarades au Cameroun. Okay. Donc ça veut dire que c'est comme si Yembak était au Cameroun et Mporo était en Suisse. Les Moumiers au Cameroun, les Wadi, tout le monde. Donc ils recevaient de Mporo tout ce qu'ils pensaient, tout ce qu'ils faisaient là-bas. Et quand aussi veut lui envoyer quelque chose, ça sort du Cameroun et pour la Suisse. Donc, à partir de ce moment, donc, les gens se disaient que peut-être, pas peut-être, tout le monde savait qu'il est en Suisse. Voilà. C'est pourquoi le néocolonialisme a tout fait pour que mon frère Mungo
pour que mon frère Mongo puisse l'atteindre. Voilà, pour essayer de voir s'il est au Cameroun ou vraiment en Suisse. Racontez-nous cette anecdote entre Robert Oumiobe et effectivement sa rencontre avec le Monseigneur Mongo. Racontez-nous cette anecdote-là. Oui, mon frère Mongo a écrit en Poroul 3 fois. Oui. La première fois, c'était pour lui demander la rencontre. Oui. Mais comme c'est lui qui était disons, le laboratoire politique en principe et moral, il a demandé en Poroul de ne pas rencontrer Mongo parce que c'est la traîtrise. C'est passé. La deuxième fois, il a toujours dit à Poroul que non, laisse ce type. Il n'est pas pour nous. L'Église catholique, c'est un pouvoir d'État, comme les autres. Donc, il travaille pour les autres pouvoirs d'État. Donc, il ne peut pas être important pour nous. Poroul lui a dit, mais si quelqu'un veut te parler, tu peux l'écouter. Bon. Il a dit, bon, comme tu insistes de le rencontrer, là, il laisse le rencontrer. Ils se sont rencontrés en Toulon, de 20h à 4h du matin. Est-ce que M. Yembak avait pris part à cette rencontre-là? Oui, M. Yembak était là, mais il n'était pas au salon là où les deux parlaient. Il était dans une chambre. Donc quand il parle, il parle. Dès que Yembak ressent que peut-être Mporo peut lui dire quelque chose, il faisait un mot et donnait un éclaireur. Il mettait un éclaireur par la fenêtre et l'éclaireur venait le mettre en Mporo. Dès que Mporo finit de lire le mot, il met dans sa poche et il continue la conversation. Donc, mon frère Mongo a vite compris que sans doute Yembak est au paradis. Bah, et puis c'est pour ça que quand le pape était ici, il a déclaré, j'ai le journal, c'est ça ici, où il a fait sa déclaration dessus, qu'il aurait obtenu quelque chose de Poroul, mais c'est le sieur Yembak qui avait tout gâché. D'accord. Est-ce que c'est donc de là que les véritables problèmes de Robert Oumiobe et de son compatriote Yembak ont commencé? Évidemment. C'est à partir quand il a rencontré Mongo. C'est à partir de là où sa recherche a commencé de la manière la plus active. Puisque Mongo est allé dire qu'il est dans la sous-région de Womaka. Disons, c'était même pas la sous-région, on appelait ça. Ils avaient un nom colonial là. Ils appelaient les arrondissements. Par subdivision. Ils se trouvaient dans la subdivision de Womaka. Ils ont donc été sûrs qu'à là-bas, ils ont donc renforcé les recherches. Et les compagnies de militaires et tout, qui venaient pour le rechercher. Parce qu'ils étaient déjà sûrs qu'il était là. Et lorsque ces recherches ont commencé, cette haine, il faut le dire, contre Robert Oumiobe, parce qu'il faut le dire, il agitait vraiment, il bougeait les lignes, et que ce soit du côté du Cameroun et à l'international, parce que ses prises de parole du côté de l'ONU ont vraiment fait mouche et ont marqué le monde. Est-ce que M. Yembak et sa famille ne se sont pas dit à un moment donné, causons à papa pour qu'il arrête? Sa femme, au moment où Yembak rejoint pour l'embauche, nous ne sommes plus avec nous. Okay. On nous avait confié aux autres maquisards, où il y avait un capitaine, parce qu'il y avait le CNO, la Compagnie nationale d'organisation. Donc ils étaient organisés comme l'armée? Oui, c'était organisé comme l'armée. Avec la seule différence qu'ils n'avaient pas d'armes en tant que telles. Okay. Ils faisaient leurs armes qu'on appelait calme. Calme cocon, c'est-à-dire que faites les indiques. Hein? C'est-à-dire on tire, toi-même tu indiques, tu comprends que non. Si je continue, on peut tirer sur moi. Voilà pourquoi on avait dit calme cocon, calmer les indiques. C'est ça. Alors, on nous a confié à un capitaine qui s'appelait James Joseph de Biwa, qui avait voulu compter en bouche. Mais vous, à la maison, comment était l'ambiance? Est-ce qu'à un moment, vous avez eu peur de perdre papa? Vous vous êtes dit, il faudrait que papa arrête et tout? En principe, la lutte nationaliste est partie jusqu'aux enfants. C'est-à-dire que nous tous, on savait qu'il est là pour lutter pour l'indépendance du Cameroun. Donc, tout le monde savait que c'était des gens qui demandaient que le Cameroun soit indépendant. Donc, on a été conscients, si bien que ça ne nous affectait pas, sachant qu'il est pour une lutte nationale et pour libérer le pays.
Bon, on se disait, on sentait même que s'ils arrivent à réussir et sortir étant vivants, c'est qu'ils allaient diriger le Cameroun. Donc il était question que la leçon était bien donnée à tel point où personne n'ignorait ce qui allait se passer après. Donc, nous, on s'est cachés parce qu'il ne faut pas qu'on nous voie. Parce que quand tu prends le fils à Imbak, le fils à Oum et tout, c'est un chantage pour leur demander de sortir. Donc, c'était un problème enfin, une chose qui était, je crois, une confiance nationale, et surtout chez les épicistes. Okay. C'est pas tout le Cameroun qui a lutté pour l'indépendance. Oui. Il y avait d'autres qui disaient que la lutte de l'indépendance, c'est pour rien Nobel, c'est pour les Bassa. Donc, je ne peux pas ne pas le dire. Voilà. Donc, il y avait d'autres. Est-ce que cette frange de la population, notamment en pays Bassa, qui voulait que du moins l'indépendance ne soit pas effective, qui était contre Ruben Oumniobé, sont connus aujourd'hui? Oui, on les connaît. Ils sont tous connus. Ils sont morts certainement, mais ils sont tous connus. Même ceux qui guidaient les troupes pour aller chercher un parole. On les connaît, okay. Tout le monde. Alors, vu que vous avez évoqué ceux-là qui étaient comme des pisteurs, qui essayaient de faire capturer une Podol lorsqu'ils étaient en maquis avec votre papa Imbak. Comment est-ce que Ruben Oumniobé avait vécu ça, notamment avec votre papa, sachant qu'il y a la famille, les leurs qui sont derrière leur arrestation? Bon, pour eux, ils le savaient très bien que les gens, que d'autres personnes sont en train de guider les militaires pour les attraper ou pour les tuer. Ils le savaient très bien. C'est pourquoi ils avaient aussi des éclaireurs qui surveillaient à tout moment, qui connaissaient le nom de tout ce monde. Et à un moment donné, même quand un traître avait atteint les limites intolérables, ils l'éliminaient. Si on l'éliminait, ils en ont éliminé, on en a éliminé un à Macaï. Il faut dire que parmi ces éclaireurs, il faut dire Oumniobé n'avait pas que des ennemis du côté de l'administration française. Parce que non, il avait beaucoup d'amis. D'accord. Il avait beaucoup d'amis. Même le capitaine Agoussini qui était en Hong Kong, c'était un ami personnel de Paul. Et à des moments, c'est lui qui était en train de donner des pistes à Ruben Oumniobé. Oui, c'est lui qui lui disait que bon, demain, après-demain, ils vont passer par là. Après-demain, là. C'est-à-dire, il faisait tout pour qu'il ne rencontre pas Paul. Puis c'est lui qui orientait tout. Un capitaine de l'armée. Il s'appelait Agoussini. C'est lui qui a même cherché à faire exfiltrer Paul. Jusqu'à obtenir même l'infiltration. Mais il y a eu... Justement, cette infiltration-là, aujourd'hui, elle est peu connue, en fait. Parce que vous avez parlé de ce capitaine qui a joué un rôle qui devait être peut-être un héros parce qu'il voulait sauver la tête de Ruben Oumniobé, oui. Parce qu'il appréciait sa démarche. Il a milité pour qu'il soit infiltré du côté de Brazzaville. Oui. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ils se sont entendus, mais les dates n'étaient pas encore arrêtées. Et il a donc dit à Paul que le moment venu, je vais t'envoyer une correspondance, tu viendras ici à Mouniril, à Hong Kong, et tu vas partir. Donc, Paul le savait très bien. Mais l'homme à qui on a remis la correspondance, pour aller remettre à Paul, n'est pas arrivé avec la correspondance. C'était qui cet homme-là? C'était un éclaireur parmi les éclaireurs. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez son nom? Est-ce qu'il était... Rien ne m'échappe à l'union de la population de Cameroun. Je connais très bien son nom. Mais, comme nous avons d'autres émissions, on va continuer. Nous allons donner son nom le moment venu et clarifier les choses. Mais il n'est pas arrivé avec la correspondance. L'avion est parti de Brazzaville, venir atterrir à Hong Kong à 4 h du matin. Parce qu'il était prévu qu'à 4 h, Paul devait être là, avec Imbak. Pour qu'on les transporte sur Brazzaville, c'est le colonel qui commandait là-bas au Congo. Parce que c'est le Congo, le colonel là qui était en contact avec le capitaine Agoussini. Il allait travailler là-bas, croyant qu'il est à l'extérieur, alors qu'il est à l'intérieur de la maison d'un militaire, d'un haut gradé. En principe, c'était pour préparer l'indépendance du Cameroun, pour qu'il revienne au pouvoir. C'est-à-dire, les deux militaires là, c'est ce qu'ils voulaient faire. Quand ça a donc raté, à 5 h du matin, l'hélicoptère a décollé. Et c'est reparti sur la Brazzaville. Le capitaine, le colonel Lamberton qui était à Zeka, qui commandait la région nationale maritime,
a été mis au courant par les services de renseignement et tout. Il est arrivé à Bouméré. Il a fait sortir le colonel Lamberton de son le capitaine Aboussini de son bureau. Il l'a mis dehors. Il a sorti l'arme, il voulait la battre. Mais comme c'était aussi un blanc comme lui, dès qu'il a pointé l'arme, il s'est ravisé. Il a baissé l'arme, il a remis. Mais il a chosifié comme il voulait. Il a grondé, il a rendu zéro devant tout le monde, devant les militaires, tout le monde. Alors, bon. Il a rendu zéro. La lettre qui devait, enfin du moins cette infiltration n'a pas eu lieu. Oumyobé entre à Maki et ça devient de plus en plus difficile. Oui. Et il s'avère qu'une partie du peuple Bassar, du moins une partie de la population du Nord Ikélé, ont eu une assise. Il s'agissait de qui exactement? Oui, il y a une assise à Ezeka où Makondo, le docteur Makondo, qui était un logo comme lui naturellement, ils ont organisé une réunion parce qu'ils en ont marre des difficultés. Il faut que nous en meure. Les Bassar, les Lombo, et les autres Bassar, il y avait une femme de Macaque là-bas qui était mariée à un Bambleke, Madame Gapet, voilà, qui est Gobion de Macaque, la Moum, qui était à la réunion. Il y avait beaucoup de gens à la réunion. Donc, ils ont donc décidé de sortir une pétition. Ils ont tout signé pour que Mporo doit mourir. Mais malheureusement, il est mort, c'est vrai, mais ce n'est pas cette pétition. Parce qu'il est resté travailler pendant un long moment. C'est pour dire seulement qu'il y avait des gens qui voulaient tout pris sa tête, en principe. Et lorsqu'il tombe réellement, parce qu'il faut le dire, Rebelle Oumyobé est tombé parce qu'il a été trahi. Trahi par d'autres personnes, mais trahi par ses proches. Comment s'est faite cette trahison? Parce qu'aujourd'hui, le peuple Bassa et le monde entier savent que la trahison vient du côté du bonbon, Hérité Maïmati. Est-ce que c'est vraiment lui qui avait trahi Rebelle Oumyobé? Vous savez, il y a des choses dans la vie où, quand quelqu'un veut se dédouaner, il faut un bouc émissaire. Ce que moi, je vous dire tout à l'heure, tout de suite, c'est que Maï a été un bouc émissaire de la bête noire. Les Longos ont décidé de tuer Mporo le Zamou. Parce qu'il est devenu encombrant pour eux. Et c'était un Longo. Mporo est venu à Bouméré, à Djonko, c'est-à-dire chez lui là, à Bouméré, pour une conférence. Les gens sont venus. On lui a fait un podium. Il a mis son sac à côté du podium. Pendant qu'il parlait, Kumba Non, qui était son aîné certainement, mais ils avaient les mêmes expressions, a envoyé son fils prendre le sac de Mporo. De voler le sac de Mporo. Ils sont partis avec. Mais ce garçon a eu la moitié du corps paralysé. Ah, oui. Malgré ça, il a été recruté à la rivière Felcam. Étant paralysé comme ça. Oui, mais vu qu'il a volé le sac et bien après la paralysie. Oui, quand il a volé le sac, il s'est passé peut-être 3, 4, 5 mois. Il a été paralysé. Bon, peut-être c'est qu'il y a un AVC qu'on n'a pas, je ne sais pas. Mais il a été paralysé. Est-ce que c'est ça qui avait des charges mystiques ou alors est-ce qu'on connaît aujourd'hui le contenu de ce sac-là? Tous les charges mystiques, je n'en sais rien, mais je sais qu'il y avait les documents de l'UPC. C'est ce qu'on a trouvé, parce que le sac appartient dans les mains du capitaine Aboussini, qui lui était l'homme de parole. Bon, qui a. Vous faites. Ce que je veux vous dire, c'est que plusieurs de ces documents ont retrouvé pour eux. Ah, oui, parce que le capitaine Agostini a remis ce qu'il fallait remettre et a donné au néo-colonial ce qu'il voulait. Donc, le sac, il n'y avait pas de contenu mystique. Sauf si Agostini, ayant constaté le contenu mystique, a remis ça en parole en catimini sans qu'on le sache. D'accord. Parce qu'il y avait le vieux monsieur Yememande qui était là, qui est devenu par après sur le 2e degré. C'est lui qui me raconte tout ça. Qui était à côté d'Agostini. Même la lettre qu'on a écrite pour venir, pour qu'on l'expédie sur Brazzaville, il me regarde la lettre. Agostini lui montrait. Parce qu'il me mettait
le neveu Apollo, même comme il était du côté du néocolonialisme, il savait que c'est son oncle qui demande l'indépendance. Donc, il jouait ce jeu, sans qu'on le sache, mais on le prenait pour un homme qui travaille au compte du néocolonialisme. Okay. Alors, c'est lui qui m'a donc tout raconté. Et il y avait preuve. Et là, vous avez quel âge? Ce narratif-là, il vous racontait ces histoires. Il était déjà, c'est quelqu'un qui avait plus d'une quinzaine d'années. Et vous avez quel âge? Non, moi j'ai 5 ans. Non, mais quand il me raconte ça, je suis déjà grand. Oui, il m'a raconté quand. Puisque quand moi j'ai grandi, lui il était là, on se voyait. Mais alors qu'il avait envie qu'on soit des amis. Et après, on est devenus des amis. Il a donc commencé à me raconter tout ce qui s'est passé. Donc, quand il me raconte ça, il est déjà fonctionnaire. J'ai une femme, je crois, et déjà 3 enfants. Okay. Ma femme est là. Alors, pour revenir maintenant à la trahison, notamment de Québec, qui a également conduit par l'assassinat de votre père, M. Yembak. Comment est-ce que aujourd'hui, tout le monde, ou pas comment, mais pourquoi est-ce que le monde aujourd'hui a un seul nom, Mayi Mamati? Oui, parce que, je venais de vous dire tout à l'heure que les logos non conçus, qu'il doit mourir. C'était au vu de tout le monde. Mais à un moment donné, il voulait se raviser pour dire que ce n'est pas eux. Donc, il fallait trouver quelqu'un qu'on devait sacrifier. Maï étant donc avec Porol et sortant d'un fonctionnaire de la police. D'autres personnes ne savaient pas comment il a fait pour rejoindre Porol. Alors que Porol est allé voir son père, Matik Mandombo. Il lui a dit que les chefs supérieurs, les Occidentaux, les néocoloniens me disent que vous n'êtes pas d'accord pour sa demande de l'indépendance. Mais comme toi, vieux, tu ne peux plus aller en brousse. Matik Mandombo était déjà vieux, même. Et comment je peux justifier ça? Matik lui dit que nous sommes derrière toi, pour ton fils. Nous sommes derrière toi, mais comme il faut une justification ou un justificatif, il lui dit donc que je donne mon fils Maï. C'est comme ça donc que Maï rejoint pour l'homme. Et on le procès de président des Genèves. Et pendant qu'il rejoint il faut dire qu'il travaille pour l'administration française. Il travaille pour l'administration française. Oui, il travaille pour l'administration française. Il était policier. Il a donc rejoint pour l'homme. Bon. Pour les spécistes, c'est un flic qui entre sous Macky et pour lutter contre donc, ils étaient là-bas en brousse avec mon père, tout le monde. Mais l'atmosphère des autres, même les membres du comité se disaient que ce n'est pas, il n'y a pas d'approche. Ne sachant pas que pour l'a-t-il demandé, parce que personne ne savait que pour aller demander à Matik Mandombo de prouver qu'il est pour l'indépendance. Et c'est en ce moment qu'on lui a remis Maï Mamati. D'accord. Voilà. On a remis Maï Mamati. Aujourd'hui, vous êtes en train de dire, vous êtes en train de nous faire comprendre qu'il était innocent. Ça a été le bouc émissaire. Oui, c'est un bouc émissaire. Pourquoi? Parce que c'est un bouc émissaire. Pourquoi? Parce que ils disent que Maï était parti enfin, c'est pas... Oui, non, parce que au moment où le jour où Porol meurt, ils ont simulé pour dire que Maï est parti se soulager. Et on est resté tiré sur les autres. Donc ça veut dire qu'ils savaient que les militaires venaient. Mais ils étaient à 7. 4 sont morts. 3 sont partis avec un bébé. Les 2 autres aussi étaient partis se soulager. Il faut se demander ça. Parce que s'ils étaient là, où on tirait sur les autres, ils tous mouraient. Si donc il y a 3 qui sont partis, ça voulait dire que Porol les a dit au revoir normalement. Et il a sorti lettre, il a remis à Yembak. Il lui a dit, tu vas remettre ça au néocolonialisme. Ils vont te laisser travailler et tu vas diriger le pays.
Yann lui a dit non. On s'est fixé des choses. On n'a pas atteint ça. Si nous n'atteignons pas ce qu'on s'est fixé, je ne peux pas sortir parce que on va me taxer les traites. Exactement. Puisque le néocolonialisme peut le faire. Mais les autres Camerounais vont me taxer les traîtres. Et c'est eux qui viendront dire au néocolonialisme, tuons-le parce qu'il sera traître. On aurait atteint nos objectifs que ça n'allait pas déranger. J'allais rester. Mais comme on n'a pas atteint nos objectifs, vraiment de grâce. Je ne peux pas. Et ce matin-là, le matin qu'ils vont mourir, sont aux environs de 8 heures. Pour sortir d'un voyage, il a sorti un vin rouge qu'il a amené là-bas, il ne buvait pas. Quand ils ont fini de manger, il a donné ce vin rouge à Yembak. Yembak a ouvert le vin, ils ont tous bu, y compris pour eux. L'éclaireur qui était perché là-bas sur l'arbre, dans un arbre tout frit, c'est lui qui me raconte tout ça. Il broie la lettre. Il a avalé. Bon, il a donc dit, il a ma femme ici. Je ne peux plus partir ici. Donc, avant d'arriver au bout de la lettre, Ruben Oumniobé propose à votre père d'aller rencontrer l'administration française afin d'être président, du moins, pour diriger le pays. Parce que la lettre là, enfin, là-dedans, je ne suis pas personne à lire, mais c'était une recommandation que pour de donner aux néocolonialistes pour qu'ils travaillent avec mon super, afin de pouvoir arriver à l'indépendance, de proclamer l'indépendance ensemble. Pour eux, c'était une façon de laisser Yembak à la tête du pays. Bon. Parce que même quand il était sous Macky, il était question que s'il réussissait à sortir, c'est Yem qui devait être président. D'accord. Pour eux, devait être chef du parti, et Yem devait diriger la République comme chef de l'exécutif. C'est ce qu'ils avaient prévu. Voilà pourquoi Mporo disait tout le temps que vous n'êtes même pas sûr que sortir de Macky, même si on réussit à obtenir l'indépendance, il serait président de la République. D'accord. Il le disait à maintes reprises. Mais pourquoi aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, malgré ce rôle central et cette place de choix qu'avait votre père auprès de Ruben Oumniobé, aujourd'hui son histoire n'est pas connue, son nom ne résonne pas. Pourquoi? Il est venu rejoindre Mporo Soumaki quand il y avait déjà un comité, tout le monde était là, les postes étaient occupés. Les Mounier étaient présidents, les Wandi étaient présidents, etc. Mais lui, il sort du fonctionnariat et rejoint Mporo directement en brousse. Ce n'était pas facile que son nom sorte et aille beaucoup trop loin. Dans les documents qui se trouvent en France, les documents de la lutte de l'indépendance, son nom est plein là-bas-dedans. Mais ce n'est pas les néocolonialistes qui pouvaient faciliter que son nom se répande. Parce que pour eux, c'est un malheur pour eux. D'accord. Donc il faut étouffer. Il faut étouffer, c'est un malheur pour eux. Mais on va revenir au niveau de l'assassinat de Ruben Oumniobé qui était avec votre père. Parce qu'il faut le dire, c'est vrai qu'ils avaient des éclaireurs, l'administration française, ils avaient des éclaireurs, mais ces éclaireurs étaient des personnes du terroir qui connaissaient parfaitement le terrain et qui connaissaient la position exacte de Ruben Oumniobé. Qui a conduit ces éclaireurs-là, l'administration française, jusqu'à Ruben Oumniobé? C'est Makonab Kadlik, un ressortissant Makai, qui conduisait Makonab Ikat. D'accord. Luc. Il est venu chez moi dans ma maison me raconter comment mon père est mort avec pour eux. Ah, lui-même, il est venu voir? Oui, délibérément. Je ne l'ai pas appelé. Ah. Délibérément, il est venu à Ezeka. J'étais en ce moment au domaine là-bas. Il m'a cherché, il m'a trouvé. Il est venu dans ma maison. Il m'a raconté ce qui s'est passé. Même celui qui était sur l'arbre, il est parti de Babimbi. Il m'a cherché jusqu'à me trouver à Ezeka pour me raconter. Celui qui était sur l'arbre, son nom c'était quoi? Son nom, le nom de celui qui était perché. Je dis que son nom c'est Kilama. Kilama, ok. C'était Kilama, il avait un sobriquet palsé. Palsé. C'est lui-même qui m'a dit ça. D'accord. Kilama palsé. Parce que tu sais que le lièvre peut passer ici. Tu ne verras rien. Surtout en brousse, en forêt là-bas. Ces sabots, ça ne ressemble à rien. C'est des petits trucs que tu ne peux même pas voir. Voilà pourquoi il passait partout. Il arrivait à faire tout ce qu'il fait. Parce que c'est palsé. C'est palsé. Voilà. Donc c'est lui qui vient avec l'armée pour livrer Oumniobé. Non.
C'est Macron. Macron, oui, justement, je parle de Macron, c'est M. Macron, du moins de oui, qui est allé atteindre un pro là où c'est trouvé. Okay, bon, est-ce que si on parle de trahison aujourd'hui, on va trouver cette ou du moins ce mot-là à M. Macron? Non, le vrai traître dans cette histoire, c'est Mongo. C'est Mongo. Ok. Parce que ils veulent faire des choses ou bien parler de ce qu'ils ne connaissent pas. Je vous ai dit ici que c'est quand Mongo a rencontré Borol qu'il a dit au Yokulina qu'il est dans nos environs de Bourmakak. Parce que le néocolonial ne savait pas là où se trouvait Borol. Mais c'est après sa rencontre avec Mongo qu'on a compris qu'il était dans la c'est pas la sous-région, on appelait ça, j'ai donné ce nom-là tout à l'heure, la subdivision de Bourmakak. Donc le vrai traître, c'est lui. Mais Maï a eu un problème. Les gens ont sauté dessus pour dire que c'est lui le traître. Parce qu'il a été envoyé à Boumiébel pour une réunion que le néocolonial avait annoncée. Le néocolonial voulait tuer tout le monde qui était aux enclos. Partant de la région de la Sénat-Maritime jusqu'ici à Douala. Jusqu'à Douala. Donc ça veut dire que tout le monde qui était dans les enclos devait être éliminé. Et on laisse le Cameroun avec Mporo. Qu'il fasse le Cameroun, c'est qu'il avec Douala. Mporo là, on dit que son indépendance, ce n'est pas pour les tombes. L'indépendance, c'est pour que les hommes vivent. Donc, mieux vaut mourir que d'accepter qu'on tue tout le monde. Ah bon, il a préféré mourir que d'accepter qu'on tue tout le monde. Voilà. Okay. Et comme Maï a assisté à cette réunion, les autres camarades éclaireurs sont venus lui dire que non, on t'a vu. Si tu rentres encore au maquis central, on va te poursuivre, on va poursuivre tes pieds. On a demandé à Maï de ne plus rejoindre le maquis central parce qu'il a déjà vu. Bon, il n'a pas voulu croire à cela. Il a rejoint le maquis central. Voilà pourquoi les gens préfèrent dire que c'est lui qui a trahi, parce que c'est parce qu'il a rejoint le maquis central qu'on a su que Mporo était à côté. Mais aujourd'hui, c'est vrai que il avait deux rôles et c'est facile d'attribuer cette ce karma à ce monsieur-là qui a, d'une façon ou d'une autre, a œuvré auprès de Robert Oumnobé. Mais aujourd'hui, on dit que c'est lui qui a livré Oumnobé. Il y a ceux qui connaissent la vérité, ceux qui détiennent la vérité, ceux qui savent réellement ce qui s'était passé. Mais pourquoi jusqu'à aujourd'hui, cette partie de l'histoire reste toujours enfouie dans les tiroirs? Beaucoup de monde ne savent pas ce qui s'est passé. Okay. Ils écoutent les gens qui étaient avec Mporo. Okay. Mais ils ne se demandent pas comment dire que quand on vient tirer sur Mporo, Maï s'en va se soulager. Ils n'ont pas demandé à Mbélibel que toi tu es parti où? Puisqu'il était tout là. On n'a pas demandé à Ondjoku, Marie qui était sa femme, que toi tu es parti où avec le bébé. C'est des questions que les journalistes doivent poser. Si nous sommes ici à 7, quelqu'un s'en va se soulager. On nous tue à 4. Les autres s'en vont. Ça veut dire qu'eux aussi sont partis se soulager. Ou bien ils ont eu l'ordre de partir là-bas. Ils ont eu l'ordre de partir là-bas. Et c'est dans cet ordre de partir là-bas que Maï aussi est parti. La preuve en est que Yembel lui-même m'a dit qu'au moment où il monte la colline, il y a une autre troupe de militaires qu'ils ont vu boucler de l'autre côté. Mais comme il était trop blanc, Souma qui ressemblait à un blanc, en courant, les militaires qui étaient un peu loin ne voyaient pas exactement ce que court là-bas. Ils ont pensé que c'est ceux qui ont tiré en bas qui sont en train de pousser le maquisage. Okay. Ils n'ont pas ouvert le feu. Ils sont passés. Donc ça veut dire que les trois sont passés et couraient au même moment. Et une femme qui a un bébé pouvait dépasser les militaires de la course ou bien là-bas. Non, il ne faut pas que les gens exagèrent. Quand on ne connaît pas quelque chose, on se tait. Pour attendre. L'homme qui est venu de la Bible m'a dit que Mporo a fini de leur dire au revoir. C'est lui qui m'a dit que Mporo a marché la lettre qu'il a voulu remettre à Yemba. Il a avalé. C'est lui. Il voyait. Il suivait même. Et quand il leur a dit que vous tous vous partez, Ngambi, son domestique, a dit qu'il ne part pas, qu'il meurt avec son patron.
Sa belle-mère, mon cam, a dit qu'elle ne part pas, elle va mourir avec son beau-fils. Il lui avait déjà décidé que s'il fallait partir, il fallait d'abord arriver là où il voulait en arriver, avec tout ce que ça allait faire comme nettoyage et tout. Mais comme ça n'a pas été fait, il meurt avec son chef. Pendant ce temps, Ngondiok Marie, qui avait le bébé en main, voulait aussi rester. Quand Yembel Savas m'a suit, même Ngondiok veut rester mourir avec son mari ou son fiancé. C'est un peu moins que pour le grand. Pourquoi? Il ne va pas avec le bébé mourir si avec la femme, pourquoi? Elle ne va pas. C'est un moment qu'elle quitte donc, elle commence à s'ouvrir le maïs. Mais c'est quand même curieux, parce qu'il faut le dire, il était d'un courage à nul autre pareil. Sachant qu'il est prêt là, il sera livré. Il décide quand même de rester. Est-ce que c'était, oui, justement, est-ce que c'était planifié? Oui, Mporo savait que si, par exemple, on ne réussit pas à le prendre, on va tuer tout le monde. Okay. Peut-être qu'on n'allait pas tuer, on ne sait jamais. Mais c'était difficile d'avaler comme tu peut-être 1 million de personnes pour une seule personne. Donc pour lui, il ne voulait plus suivre. Parce qu'on cherchait un peu, le mandat de mort était clair. Amener pour mort. C'est ce mandat de mort que le colonel Lamberton avait à Ezeka. C'est pour ça qu'on l'a tiré à moins de 5 mètres. Maconmab Carmela dit qu'on l'a tiré à moins de 100 mètres. L'homme qui était perché sur l'arbre me l'a dit que si on voulait l'arrêter, on l'arrêtait. Donc la mission était d'éliminer Mporo Evengo systématiquement. Et à côté de cette mission, il y a votre papa également qui a dit oui, mes objectifs ne sont pas atteints. Mon père, peut-être que si lui il partait, on allait le tuer après. Parce que même ses propres collègues du maquis pouvaient aller le trahir, sachant que peut-être va devenir autre chose, il pouvait créer des situations et le mettre en conflit avec le gouvernement néocolonialiste et on l'élimine. Il le savait. Qu'il fallait sortir, il fallait d'abord faire tout ce qu'il s'est dit avec Mporo. Parce qu'ils avaient leur programmation. Voilà pourquoi Mporo n'a pas insisté pour lui dire que tu sors. Non. Mporo a compris que si tu lui as dit, c'est vrai. Et après leur décès, que devient leur corps? Le corps de Mporo et Yimba sont venus à Ezeka. Ils ont été enterrés à Ezeka. Ngonkam a été enterré sur place, mais les deux colonels les militaires ont coupé sa tête. Ils sont partis avec sa tête. La tête de Ngonkam? De Ngonkam. Okay. La belle-mère de Mporo. On a coupé la tête, on est parti avec. Puisqu'ils se sont dit que c'est elle qui était la femme qui couvrait toute la magie. Donc, si on la laisse avec la tête, elle va réveiller tout ce monde. Okay. On a coupé sa tête. On a transporté Ngambi pour venir enterrer Aboumébé dans la tombe qu'on a creusée pour Mporo. Il veut enterrer Mporo à Aboumébé. On est donc venu enterrer Ngambi dans cette tombe-là qu'on a creusée pour Mporo. Les Mporo ont été amenés à Ezeka. Même arrivé à Ezeka, Bichowa leur a dit que si vous les enterrez ici, sur le même cimetière, dans le même cimetière de la mission protestante, ils vont se concerter la nuit, ils vont se réveiller et ils vont repartir en bouche. Ils vont commencer la lutte à zéro. C'est pour cela qu'on a enterré mon père au cimetière de la mission catholique et pour au cimetière de la mission protestante. On aura le temps de visiter cette tombe-là parce qu'il faut dire que c'est très important pour nous de rendre hommage comme il se doit à ces messieurs qui ont œuvré pour l'indépendance du Cameroun. Oui. Aujourd'hui, c'est surtout M. Yimba qui a joué un rôle très important. Son histoire n'est pas connue. Alors vous, après son décès, que devient la famille? La famille, en principe, s'est débrouillée tant bien que mal. Moi, j'ai fait grandir mes petits frères parce qu'après la mort de papa, maman a accouché d'autres personnes. Il y a un qui venait de mourir là, il était cadre relationnel.
Je l'ai formé, il est sorti cadre. Ok. Bon. Moi, c'est ma grand-mère qui m'a formé. La maman a eu le bac. Ok. S'appelait Ngoyim Suzanne. Une femme très battante. J'ai pris la relève. Il y avait des filles. Enfin, nous tous nous sommes grands. Chacun vit, ils ont aussi les enfants, qu'ils ont formés aussi, ainsi de suite. La famille n'est pas une petite famille en principe. Ok. Si je peux me mettre maintenant à vous dire des choses, nous avons des ingénieurs là, nous avons des docteurs, nous avons des docteurs en médecine, tout ça. Nous avons des ingénieurs informaticiens, etc. Hein? Il y a des cadres qui ont fait, c'est-à-dire, comment on a les ressources humaines et tout ça, qui sont à l'extérieur. Moi, tous mes enfants sont à l'extérieur. Je suis seulement ici avec ma première fille. Tout comme mes frères et sœurs. C'est lui qui venait de mourir, qui était cadre national. Tous ses enfants sont en Europe. Il y a une seule qui est ici, mariée là, voilà. Les 3 autres sont à l'extérieur. Vous voyez aussi une qui est là, qui est malentendante. Elle est malentendante, mais elle est devenue quand même infirmière supérieure. Ah, malgré son handicap. Malgré son handicap, tout récemment, elle a été recrutée à Doubé quand elle a fini sa thèse. Alors, quel est le souvenir que vous gardez de votre papa? Oh, pour moi, c'était un grand homme. Parce que pour prendre la responsabilité de lutter pour tout un pays, non, mais même le bon Dieu, c'est pas facile. Donc pour moi, c'est un très grand homme. Ils ont lutté pour l'indépendance du Cameroun et ils ont obtenu cette indépendance. Malgré qu'ils n'ont pas géré. C'est pour ça que le Cameroun aujourd'hui croupit dans l'abîme de la destruction. Parce que notre pays, c'est que nous voyons là. D'ici un très court laps de temps, ce pays va s'avérer. Il y aura, ce sera catastrophique. Parce que le colonialisme qui a placé ces valets, que nous appelons collabos, puisqu'ils ne savaient pas pourquoi Mporo demande l'indépendance, ils ont travaillé dans le vide. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le Cameroun a tous les mauvais mots qui minent la République. C'est le tourment de fonds, c'est le vol, c'est la jalousie, la corruption, les injustices, les discriminations raciales, la lutte d'influence, l'égoïsme. Tout ça, c'est pour le Cameroun. Voilà pourquoi le Cameroun ne peut plus rien. Même le gouvernement actuel ne respecte plus ses propres lois. Quand vous entendez ça, un État fixe des lois. Le gouvernement ne les respecte pas. Ça veut dire que ça va dans tous les sens. Le néocolonialisme a mis le Cameroun à feu et à sang. Mais ils vont en récolter aussi, le néocolonialisme. Parce qu'aujourd'hui en Afrique, ça commence à venir. Alors, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait d'être le fils d'un grand homme de ce pays, quelqu'un qui a donné sa vie pour l'indépendance? Qu'est-ce que ça fait? Est-ce que cet héritage est facile? C'est un fardeau facile à porter? Pour moi, ça me permet aussi d'être un grand homme. Parce que moi, 5 millions de population, quand même, je suis le politique le plus élevé. Okay. Et même dans ce pays, je peux me targuer de dire, parce qu'il n'y a même pas de politique au Cameroun. Quand vous regardez... C'est un peu fort, ça. Oui. Quand vous regardez le régime actuel, le gouvernement et tout ça, vous allez voir que c'est un vide total. Parce que quand les gens prennent l'argent du contribuable en termes de milliards, des centaines de milliards, des milliers de milliards, quelqu'un prend une mètre dans sa poche. Dans l'impunité totale, ça voudrait dire que ce monde-là sont moins que des animaux. Tu ne peux pas le faire dans ton pays. Si tu le fais, on te place dans l'ordre de valeur négative. Il y a une valeur, oui, mais elle est négative. Donc c'est ça la réalité. Pour moi, je sais que Yem a lutté
pour l'indépendance de ce pays, pour l'élévation du standard de vie des citoyens et pour le développement du Cameroun. Ça voudrait dire que si c'est eux qui étaient au pouvoir jusqu'aujourd'hui, on ne pouvait plus parler de pauvres au Cameroun. Ils avaient organisé comme ils l'ont prévu. Parce que pour leur laisser 5 tomes et un livre de chevet. Un livre dans lequel un chef d'État se réfère pour diriger son pays. Hervé Bourg avait demandé ce livre ici à Aïdio. Aïdio, il a dit qu'il n'en a pas. Parce que la France a eu la maquette du livre pendant qu'ils ont cassé le maquis central. Là, on pourrait partir pour être tué après. Et tout ce qu'ils ont ramassé, ils ont eu cette maquette. Et même les maquettes des tomes de Poro. Alors, quel est le souvenir, ou alors du moins, qu'est-ce que vous voulez, avant d'arriver à cette question-là, vous êtes là, vous êtes vivant, cette histoire n'avait jamais été dévoilée, parce qu'il faut le dire, vous avez été interpellé, appelé par certains confrères et certains médias, vous avez jusqu'ici tenu votre langue. Qu'est-ce qui vous pousse aujourd'hui à vous exprimer? Premièrement, c'est parce que tout ce qu'ils voulaient m'approcher avait leur intérêt personnel. Okay. Et ensuite, je me disais que peut-être avec le temps, le néocolonial peut se raviser et sortir les archives de la Ligue de l'indépendance au Cameroun. Malheureusement, ce n'est pas encore fait. Mais vous êtes mes enfants. Vous avez besoin de cette histoire. Et je vous vois, vous n'êtes pas comme ceux-là qui cherchent à avoir des choses pour aller s'enrichir. Je vous vois très simplement, vous êtes mes enfants. Je me suis dit que c'est beaucoup plus mieux de parler de ça avec vous que les autres. Alors cette occasion, quand c'est arrivé, je me suis dit, bon, maintenant, c'est le moment. D'accord. Vous à tout jamais, les enfants là peuvent quand même me faire cette interview et ils vont relancer le débat. Pourquoi pas? Voilà pourquoi je suis là sous la pluie. Ça ne me dit rien cette pluie-là. Ouais, il faut le dire, vous avez voulu qu'on tourne sur cette pluie. Est-ce que pour vous c'est un signe particulier? Qu'est-ce que ça représente cette pluie? C'est un signe particulier. Ça voudrait dire que même ceux qui sont morts, mon père, pour les autres, ont accepté qu'on soit sous la pluie pour le faire. Et chez nous, chez les Bassa, quand quelque chose se passe sous la pluie, c'est qu'il y a beaucoup de justice dedans. C'est que ça va avancer. C'est que c'est une bénédiction qu'il nous verse dessus pour qu'on aille de là-bas. Okay. C'est ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de votre père? Il faut retenir de lui un humanitaire plein de paix et plein de santé morale. Un homme de grande valeur qui a donné sa vie pour l'indépendance du Cameroun. Qui voulait faire en sorte que les Camerounais puissent vivre décemment. Ses soignants allaient à l'école, etc., etc. Malheureusement, il a été ravi par la mort. Mais pour moi, cette mort est symbolique parce que c'est le symbole même de l'indépendance du Cameroun. Puisqu'ils ont travaillé, ils sont arrivés à obtenir l'indépendance, ils ne l'ont pas proclamé. Mais personne ne peut se targuer le mix ici au Cameroun pour dire c'est moi qui a donné l'indépendance au Cameroun. C'est seul pour eux et son équipe. Puisque quand Hervé Bourg était ici, avec le club de la presse du tiers-monde, voilà, quand Aïdjo passait du pouvoir, donc il a dit la succession de ces véritables symboles de l'unité semble voir à l'horizon 85 et s'annonce fort délicate. Il a dit l'histoire de l'indépendance est étroitement liée à celle d'Amadou Aïdjo. C'est-à-dire c'est deux histoires. L'histoire de l'indépendance c'est pour Paul, les Yembag, les Mouillés et tout le monde. Mais l'histoire d'Amadou Aïdjo, c'est un homme qu'on a pris et qu'on a placé au pouvoir. Donc c'est très différent. Même eux là-bas à l'Occident, ils le savent. Donc pour moi, quand je parle de mon père, je suis fier. Fier d'être cet homme-là. Parce que moi, à sa place, je le ferais de la même manière. Même maintenant, il peut le faire. Justement, je voulais en venir, malgré les conditions qui ne sont plus les mêmes, il faut dire que l'époque, comment dire, nous, je m'en aime bien dire, l'époque d'avant et aujourd'hui,
C'est vrai que la technologie avance, le monde avance. Est-ce que vous, à la place de votre père, aujourd'hui, en 2024, vous serez prêt à faire et assumer les choix que votre père a eu à faire? Bien sûr, je suis un nationaliste révolutionnaire indépendantiste camerounais. Je suis prêt. D'ailleurs, actuellement même, si je me sacrifie, ça ne me fait plus rien. Je n'ai plus rien à faire ni à gagner. De là où je sors, là où je m'en vais, c'est là où je m'en vais qui est proche. Donc, si je me fais zigouiller, parce qu'il faut que le Cameroun se redresse, oh, j'irai là-bas fier, avec beaucoup de fierté. Parce que ce pays, pour nous autres, c'est très grave quand je vois le Cameroun qui traîne dans la ville de la destitution. Ça me fait mal. Bon, mais moi, je ne peux pas aller organiser des révoltes, sachant même que le gouvernement en place aussi peine à se faire quelque chose de clair. Et même les dirigeants, nous ne pouvons plus dire que nous serons là pour une stabilité. Donc aujourd'hui, même faire la guerre, aller faire les marques, aller faire ceci, cela, ça ne sert à rien. Il faut attendre que Dieu amène tout comme c'est prévu. Dieu amène tout. Oui, comme il a prévu. Comme il a prévu. Parce que quand on voit là maintenant, Dieu est déjà en train d'aller là où il vous peut placer le Cameroun. Est-ce que là, vous êtes en train de faire, comment je peux dire, vous êtes en train de faire recours à la prophétie qui circule par rapport à ce que Robert Mugabe avait dit? Oui, Mporo avait dit que le pouvoir ira d'abord au nord. Mais il disait que ça ira chez les cornets de bœuf. Et après, ça va aller chez les feuilles de manioc, de bâton de manioc. C'est là maintenant c'est les feuilles de bâton de manioc. Et après, ça va revenir aux ayants droit, les nationalistes révolutionnaires pur sang. Mais l'homme qui viendra après, sera un humanitaire, un homme de l'union de population de Cameroun qu'on ne saura pas qu'il est dedans, mais sorti de l'ordinaire. Voilà, sorti de l'ordinaire. Ça voudrait dire que c'est que Bouchki là et tout ça, c'est pas eux. Vous croyez Dieu comme faire à cette prophétie? Mais puisqu'on voit tout ça, Aïdou est parti, non? Il a laissé à Bia, très simplement. Bon, mais Bia ne va pas laisser à quelqu'un très simplement. Ce qui est sûr, c'est que ce pays va traverser une période la plus délicate de son histoire, après le départ de Bia. Mais la période ne va pas trop durer. Dès que ça s'arrête, on est sûr qu'il y aura un homme sorti de l'ordinaire, comme l'a prévu Mporo. Personne ne pouvait croire que après Mporo, c'est Bia qui venait. Parce que lui, il a dit le fait de bâton de manioc, on sait que c'est les bêtises en général, justement. Mais on n'avait pas su quel bêtise. Et puis normalement, même est-ce que c'était sûr même que c'est lui, puisque Aïdou était au pouvoir pour laisser son frère. En même temps. Mais comme il n'a pas pu le faire, comme ça a glissé et c'est tombé, c'est les bêtises. Suivant ce que Mporo l'a dit, nous sommes sûrs que ça va se passer aussi dans l'après-Bia. Alors, vous parlez de votre père, de cette histoire avec beaucoup d'émotion, beaucoup d'engagement, beaucoup de fierté. D'ailleurs, vous l'avez dit, vous êtes fier d'être le fils de celui-là qui a joué un rôle très important, celui qui était le GPS, celui qui était la manivelle, l'homme à tout faire, le tapis dans l'ombre. Est-ce qu'aujourd'hui, après cette interview, il y a des initiatives qui sont prises par vous pour pouvoir restaurer l'image ou alors le nom de votre père à l'échelle nationale et internationale? Oui, de toutes les façons. Ce que nous sommes en train de faire là maintenant, c'est là qu'il y a un commencement. Je vais continuer avec vous. Après avoir lancé d'abord notre première rencontre, justement, beaucoup de choses vont sortir. Je vais vous ajouter beaucoup d'autres choses. Nous allons même peut-être jusqu'à écrire des livres et tout, où nous aurons, je vous donnerai beaucoup de renseignements. Il y a des renseignements dans les archives en France. Il détient aussi beaucoup d'autres. En dehors même de ce que je venais de vous dire, le nom de mon père, puisque je vis, c'est déjà lancé. Et les gens vont comprendre qui il était. Parce que beaucoup de monde se demande, on entend parfois le nom de Mbak, mais il était quoi à côté de nous? Maintenant, ils ont compris
que c'était lui le moteur qui tournait autour de tout ce qui se passait au sein de millions de populations du Cameroun. Et que c'est lui qui boostait le travail, hein, qui créait des initiatives. Et Mporo était là pour concrétiser. Voilà. Voilà pourquoi il avait appelé la cheville ouvrière de l'Union de population du Cameroun. C'est Mporo qui lui a donné ce nom. La cheville ouvrière de l'Union de population du Cameroun. Donc un homme qui, c'est-à-dire très important. Voilà pourquoi même pour aller rencontrer Mongo, il l'amenait partout. Justement. Il l'amenait partout parce que si peut-être lui, ça peut quelque chose lui échapper, il a dit non, voilà, moi je crois que. Et il l'écoutait beaucoup, en principe. Nous allons faire une petite synthèse pour sortir de cet entretien exclusif, parce qu'il faut le dire, vous l'avez annoncé, il y a plusieurs numéros qui suivront, mais avant de sortir de cet entretien, on va essayer de faire une petite synthèse. Vous avez dit tout à l'heure que votre père était la cheville ouvrière de l'Union de l'UPC, l'Union du peuple camerounais, c'est ça? De l'Union de population du Cameroun. Du Cameroun, nommé par Ruben Oumniobé, c'est Oumniobé qui lui avait attribué ce nom-là, parce qu'il était comme le GPS, c'est lui qui détournait, c'est lui qui facilitait, du moins même la participation de Ruben Oumniobé aux Nations Unies. Oui. C'était en partie grâce à votre père. Et la trahison de Oumniobé et l'assassinat de Oumniobé par la suite de votre père, du moins parce qu'ils sont décédés au même moment, n'a pas été orchestré et pensé par Maïm Matip, comme on nous fait entendre, mais par Mongo. Qui a bien dévoilé justement que Mporo se trouvait dans la subdivision de Boulmaka. Et c'est Macon qui a conduit. Et c'est Macon qui a conduit les troupes jusqu'à Ruben Oumniobé. C'est bien ça. C'est que, je dis seulement que Maï, après la réunion qui était prévue pour détruire toutes les vies dans la Sénat de ceux qui étaient encore dans les enclos. Après cette réunion, on lui a demandé de ne plus retourner au Maquis central parce qu'il a été repéré, mais il s'est entêté, il est reparti au Maquis central. Mais pour le Yimbak, qui était le ténor, pour eux, ce n'est pas, c'est rien, parce qu'ils sont déjà vendus, ils le savent. Ils savent qu'ils sont déjà vendus, mais malheureusement, ils ne sont pas encore morts. Donc si on dit que Maï a refusé, il est parti les rejoindre en brousse, pour eux, c'est pas là le problème. Le problème, c'est celui qui a dit qu'ils sont là. Qui sont là, justement. Voilà. Et ça peut aussi être le problème de celui qui a conduit jusqu'à... Oui, lui, c'est un pisteur. C'est un pisteur, oui. Oui. Bon, il faisait son un pisteur illettré. Parce que lui ne savait pas, connaissait pas le rôle de la demande de l'indépendance. Justement. Bon, il voyait les petits cadeaux qu'on lui remettait et tout. Il trouvait ça beaucoup, plus que ce que Mporo parlait là. Justement. C'est comme ça que le Kumba non aussi envoyait qu'on prenne la mallette de Mporo. Ici, quand il est en train de les expliquer les situations, justement, et il a été paralysé. Il a travaillé la régie, il ne s'est pas marié, il n'a rien laissé, il est mort. D'accord. Donc, c'est Oumanon qui fait tout ça. C'est lui-même qui a demandé qu'on brûle la maison de Mporo la Mire. Ok. Oui, il a allé trop loin. Il a donné le feu à son fils pour aller brûler la maison de Mporo. Un autre fils, pas le même. Mais eux tous sont partis comme ça et tout, et tout. C'est... Il y a cette malédiction qui a suivi tout ce monde. Jusqu'à tout ce monde, tout le peuple Bassa ou alors... Non, ce monde qui a attrapé, non, pas tout le peuple Bassa. D'accord. Puisque pratiquement, s'il voulait le faire à tout le peuple Bassa, il allait le dire. Okay. Mais sachant que le peuple Bassa ne lui a rien fait. C'est des individus, non? Qui voulaient sa peau. Ouais. Et on les comptait au bout des doigts. Sinon, tout le peuple Bassa était derrière lui. J'ai dit tout le peuple Bassa était derrière lui. Jusqu'au camp Mayabassi, même à ma femme. Tout ce monde-là, ainsi de suite, était derrière pour eux. Pour salir de l'indépendance.
D'accord. Mais les brebis galères ne manquent pas de clan. Toujours. Donc, ça a toujours été ça. Alors, dites-moi, la dernière fois que vous avez eu à visiter la tombe de votre père au Mont-Tracas, la dernière fois que vous avez visité la tombe de votre père, peut-être ça fait moins de 6 mois. moins de 6 mois. Est-ce que vous êtes prêt à retourner sur la tombe de votre père avec nous? Très, très, très bien. Parce que je suis ravi de votre présence. Hein. Vous êtes des jeunes garçons, vous êtes des enfants. Je suis prêt à aller avec vous sur la tombe de mon père. C'est pour la mission catholique des EK. J'étais là-bas une fois avec les journalistes d'Equinox. Bon, ben, on n'a pas parlé ce que nous on a parlé ici. Okay. Bon, on a fait des choses comme ça. Moi-même, je ne voulais pas parler beaucoup et tout ça. Et c'était fini. Il y a mon petit frère avant sa mort tout récemment qui m'avait dit il faut qu'on fasse la tombe là. Okay. Je lui ai dit oui, mais pour moi, ça me traverse encore à l'idée où il faut le déterrer pour l'amener chez moi à Saint-Denis, dans son village natal. Ah, vous pensez à ramener les reliques justement de votre père. Bon, on est en train de mijoter cette affaire avec mes enfants. Puis mon petit frère est mort. Donc je vais mijoter ça, en train de mijoter avec mes enfants pour essayer de voir si on peut le faire. Si on ne peut pas le faire, on arrange la tombe là. J'avais laissé cette tombe comme ça parce qu'il fallait voir, il fallait dire au lieu colonel de venir faire ça. C'est eux qui l'ont enterré là. C'est eux qui devaient le faire. Ou les civils camerounais qui sont au sein du gouvernement, c'est eux qui devraient le faire. Parce qu'il ne les a rien fait. Alors, vous le dites de façon comique, de façon amusante que c'était en fait, le simple fait qu'ils demandent l'indépendance, mais à l'époque c'était énorme. C'était arracher cette position française là. C'était énorme. Ouais. Moi je simplifie ça parce que c'est de l'ignorance. Quand les néo-colonialisme le fait aujourd'hui, ils tuent mon père et mon père et les autres. Aujourd'hui, la France est en train de perdre l'Afrique. Ouais. Qui est perdant? Ce n'est pas la France, ce n'est pas le néocolonialisme. Voilà pourquoi ils avaient intérêt à aller obtenir leur indépendance et renégocier l'alternance du néocolonialisme. C'était une façon même d'alterner le néocolonialisme en les laissant obtenir leur indépendance sans effusion du sang. Voilà pourquoi j'essaie de chosifier, enfin pas chosifier, de simplifier ça. De simplifier ça. Donc on va retenir que vous nous avez donné, en fait, nous avons ce privilège-là d'aller visiter la tombe de votre père à votre présence. Alors pour recadrer les choses, pour ceux qui nous écoutent, pour les éditeurs de Baobab Média Afrique, cette émission est là pour éduquer, sensibiliser, montrer à la jeunesse camerounaise un pan de l'histoire, parce que ça rentre aussi dans notre culture, bien que ça entre dans notre culture, mais il est aussi important de trouver ou alors d'affecter à cette jeunesse qui semble un peu désorientée avec l'avènement des réseaux sociaux, comme on dit vulgairement, nous n'étions pas prêts, mais dire également que à côté de ces pseudo-influenceurs qui existent, il y a des réels influenceurs qui existent, ceux-là qui ont impacté positivement. La raison pour laquelle nous avons pensé ce programme qui est intitulé Entretien exclusif. C'est une émission qui sensibilise, qui éduque et qui présente les héros d'hier, aujourd'hui. C'est un honneur d'être à votre présence. Il faut le dire, nous avons enregistré cette émission dans des conditions extrêmes. On a commencé sous la pluie, on termine. La pluie également est en train de baisser, ce qui veut dire que les ancêtres étaient avec nous. Ils ont validé cette émission. C'était un honneur et c'est pas la fin parce que on va tout droit s'acheminer vers la tombe du nationaliste, des deux nationalistes, le plus connu et l'oublié. Merci. D'accord. Merci. Je vous arrête. Of Africa.